Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir sur KTO pour ce mardi des Bernardins. Enquête d'opinion, rapports officiels, dossiers spéciaux dans la presse, le thème de la rémunération des salariés est sur toutes les lèvres. Dans la période de crise que nous sommes en train de traverser, la question du juste salaire se pose très intensément pour les acteurs du monde économique. Cette interrogation rejoint bien sûr la question du partage des richesses au sein de la société contemporaine. Selon une enquête d'opinion publiée par l'INSEE en décembre 2009, seuls 3% des salariés interrogés considèrent que le montant de leur salaire est normal. La très grande majorité des personnes se déclarent insatisfaites par leur rémunération et cette source de mécontentement est loin d'être tarie puisqu'environ un quart des entreprises françaises prévoient d'ores et déjà un gel des salaires en 2010. Alors, le juste salaire existe-t-il ? Eh bien, pour y voir plus clair, je me tourne vers mes trois invités. Fabienne Picon, vous êtes conseillère prud'homme et vice-présidente de la section encadrement à Nanterre. Vous êtes membre de l'ACO, qui est l'Action catholique ouvrière. À vos côtés, Philippe Dessertine, vous êtes professeur de finance et de gestion et directeur du CEROS, le Centre d'études et de recherche sur les organisations et la stratégie à l'Université Paris X Nanterre. Vous êtes également directeur de l'Institut de haute finance et votre dernier ouvrage est paru aux éditions Anne Carrière en 2009. Il s'intitule « Ceci n'est pas une crise, juste la fin du monde ». Enfin, troisième invité, Laurent Bataille, bonsoir. Vous êtes le PDG de Poquelin Hydraulics, une entreprise industrielle familiale implantée dans l'Oise et comptant près de 1400 salariés, dont 500 salariés en France. Vous êtes président de l'UIMM de l'Oise et de la Picardie. L'UIMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Et puis vous êtes également membre des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Dernièrement, il y a 18 mois, votre entreprise a reçu la visite de Nicolas Sarkozy au moment où le président a annoncé ces nouvelles mesures pour l'intéressement. Alors, ce que je vous propose pour débuter ce débat, c'est d'abord de dire à quoi correspond, selon vous, cette notion dont il est question ce soir de juste salaire. Philippe Dessertine. Je crois justement que cette notion, au fond, elle peut être considérée de deux manières. Une première manière, c'est au fond le juste salaire, c'est celui qui correspond à la position de chacun dans la société. Il y a donc une notion sociale que l'on retrouve d'ailleurs dans les enquêtes extrêmement fréquentes dans les magazines. Êtes-vous bien payé, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le ressenti de la personne en disant ce que je suis, à mon âge, avec mes diplômes, avec mon passé, normalement devrait donner lieu à une rémunération de temps. Je suis au-dessus, je suis en dessous, et je me positionne par rapport à cela. Et puis il y a l'autre aspect du juste salaire, c'est la question de ce que je rapporte d'un point de vue économique. Et donc là, on peut avoir les deux perspectives en disant je rapporte beaucoup, je ne suis pas assez payé par rapport à ce que je rapporte, ou à l'inverse, je suis très payé par rapport à ce que je rapporte. Et là, on a effectivement les deux débats. Le débat quand les choses vont pas bien et le débat quand les choses vont trop bien. Je pense par exemple à la question des bonus bancaires. Laurent Bataille. Oui, écoutez, je crois que c'est important. Mon voisin a déjà abordé le sujet en parlant de périmètre. Et moi, je voudrais dire que je suis chef d'entreprise et quand je parle de rémunération, évidemment, je parle de rémunération en tant que praticien de l'entreprise. Qui finalement sont liés à un équilibre entre toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais aussi à une vision court terme, à une vision long terme. Mais je crois que la clé, c'est quand même la rémunération, c'est finalement la contrepartie de la contribution du salarié à la valeur ajoutée de l'entreprise, liée évidemment à son travail, à ses compétences et à sa position dans l'entreprise. Fabienne Picon. Alors, le salaire juste, c'est déjà le salaire qui permet aux salariés de vivre, et non pas de survivre, mais bien de vivre, de se loger, de se nourrir, de se vêtir, mais pas seulement. C'est vraiment le minimum, ces trois éléments-là, mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait un salaire juste. Je voudrais rappeler que le SMIC est à 1056,24 € net, et qu'avec ça, il faut se loger. Et donc, on ne va pas rentrer dans le problème du logement ce soir, mais on voit bien qu'il y a déjà une difficulté avec ça. Ensuite, là où je suis tout à fait d'accord, c'est le fait que
en fonction des compétences de chacun. Chacun s'attend à recevoir un salaire en fonction de ses compétences. Et en particulier, ceux qui ont fait un effort de formation, eh bien, s'attendent à avoir avoir un plus. Quand on dit il faut que tout le monde ait un salaire minimum de 1 500 euros, par exemple, net, eh bien, ceux qui sont à 1 300, qui sont au-dessus du SMIC net, sont gênés par ça parce qu'eux ont fait un effort. ont passé des concours, ont fait de la formation le soir, après le travail, etc. Donc il y a effectivement cette notion d'effort individuel pour se former, des compétences acquises qui doit être pris en compte. Mais il y a aussi quand même le principe à travail égal, salaire égal, qui ne doit pas être oublié. Alors là, vous abordez la question des critères finalement du salaire. Comment fixe-t-on à l'entrée d'un salarié dans une entreprise et puis ensuite tout au long de sa carrière ce salaire justement? On a des tableaux, on regarde également la valeur du salarié. Alors, les entreprises ont des tableaux, ça c'est certain, elles ont des grilles, elles font des comparatifs, elles connaissent leur barème dans l'entreprise. Ensuite, il y a une négociation sur laquelle les salariés sont plus ou moins bons. Un salarié qui quitte un emploi pour un autre va être mieux payé qu'un salarié qui était au chômage parce qu'il n'est pas dans la même position pour négocier. Alors, en mai 2009, le directeur de l'INSEE, Jean-Philippe Coty, a remis un rapport au président Sarkozy sur le thème de la valeur ajoutée, du partage des profits et des écarts de rémunération en France. C'est en quelque sorte une photographie des rémunérations dans notre pays. Alors, Philippe Dessertine, quelle a été l'évolution des rémunérations sur les 20 dernières années? Et puis ensuite, quels sont finalement dans notre pays les grands écarts salariaux à remarquer? Alors, il y a deux choses. D'une part, ce qu'a mis en évidence le rapport de la commission Coty a été d'abord une grande stabilité dans la manière dont, justement, on a évoqué la valeur ajoutée tout à l'heure, dont la richesse créée par les entreprises dans le secteur privé en France donnait lieu à rémunération aux grands intervenants. Donc, on peut dire, si vous voulez, en allant très vite, l'État, le financement des entreprises et enfin les salariés. Donc on est à peu près sur une base des 2/3 de cette valeur ajoutée qui va aux salariés au sens large, évidemment, en intégrant notamment toute la question des charges. Ce n'est pas le salaire net là qu'on évoque, c'est ce qui est versé pour la rémunération du personnel. En revanche, ce que le rapport a mis en évidence également, c'est une disparité qui tend à augmenter entre les catégories de personnel, entre les types d'entreprises, petites, moyennes, grandes, et à l'intérieur des entreprises, entre les statuts de salariés qui peuvent exister, avec une tendance à l'élargissement d'une fourchette, c'est-à-dire une échelle qui devient de plus en plus large entre la notion de salaire bas et la notion de salaire élevé. Alors d'autant plus évidemment lorsque, au lieu de parler de salaire, on parle de revenus, puisque là on peut avoir la notion de salaire, mais on peut aussi avoir les avantages, les primes, les distributions d'intéressement, de choses de ce genre, qui bien entendu doivent être prises en compte lorsque l'on analyse la totalité de la rémunération des personnes. Avec une remarque à faire également, c'est que les personnes qui se trouvent dans les salaires médians, finalement, ont ce sentiment du déclassement qui apparaît également dans le rapport. Absolument, c'est un sentiment qui est confirmé par les statistiques. On a en effet, on va dire, dans la notion de salaire médian, une tendance à plutôt diminuer, avoir une diminution, alors non pas moyenne, je cherche le terme qui correspond, mais vous voyez médiane, effectivement, du salaire à l'intérieur de l'espace économique français. C'était assez intéressant, en effet, de faire cette étude, et tous les membres de la commission avaient demandé à l'INSEE, justement, de creuser là-dedans, puisque cette photographie précise de la manière dont chaque personne était rémunérée, au fond, dans l'économie française, n'existait pas. On avait une vision qui n'était finalement qu'une vision parcellaire, et ça a permis de remettre en perspective. Et est-ce que cette stabilité, justement, a surpris? Est-ce qu'on s'attendait à finalement... Je dirais les deux aspects. Donc la stabilité forte a plutôt surpris parce que peut-être on y reviendra, l'économie française change. C'est-à-dire par exemple les investissements nécessaires pour créer de la richesse ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 20 ou 50 ans. Lorsque la France était davantage industrielle, il y avait un investissement lourd à faire qui n'est plus tout à fait le même quand la France évolue de plus en plus vers une économie de services.
Donc là, il était assez frappant de voir qu'en dépit de ces évolutions, finalement, la répartition ne changeait pas beaucoup. De la même façon, les notions d'écart, on le disait, que intuitivement les personnes ressentent, ont été plutôt confirmées avec, on va dire, les difficultés de voir des évolutions vraiment fondamentales, rapides, parce que là, il s'agit vraiment de tendances lourdes de la société française. Alors, je le disais tout à l'heure, les Français se disent plutôt insatisfaits par le montant de leur salaire. Pourquoi, selon vous, Laurent Bataille, existe-t-il un si grand décalage entre le salaire idéal et puis le salaire réellement perçu et donné par l'entreprise? Alors d'abord, je voudrais dire, finalement, en France, on a tendance à dire que les services vont remplacer l'industrie. Mais je crois que l'industrie n'est pas morte en France, et bien au contraire. Je crois qu'il y a un dynamisme extrêmement fort, et on voit actuellement tout ce qui est fait sur le plan politique pour développer l'industrie, donc soyons optimistes pour l'avenir. Alors je crois que pour nous industriels, une ressource extrêmement rare, ce sont les talents. Aujourd'hui, on souffre dans nos métiers de voir un certain nombre de jeunes ingénieurs partir dans la banque plutôt que d'aller dans l'industrie. On me disait que la dernière promotion de Supaéro, il y a plus de gens qui sont partis dans la banque que dans l'industrie aéronautique. Donc le salaire, la rémunération fait vraiment partie intégrante de l'attractivité de l'entreprise pour attirer des talents, c'est pas le seul attrait, bien évidemment. Je crois que derrière, il faut des projets d'entreprise, il faut... Est-ce que c'est un sujet tabou dans l'entreprise, les salaires? Mais absolument pas, c'est un sujet complètement transparent. Même au niveau de la négociation. Mais c'est un sujet complexe. Alors c'est un sujet extrêmement complexe parce que souvent on confond salaire, rémunération, revenu. On mélange doucement toutes ces idées. C'est vrai qu'à côté du salaire, qui peut être effectivement un salaire avec des parts variables ou des parts non variables, du salaire différé, quand on permet à nos salariés d'épargner à travers des mécanismes d'intéressement ou de participation, je dirais, en fait, il faut reprendre, faut faire des calculs arithmétiques et puis comparer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sont à la disposition des entreprises en France toute une série de mécanismes. Je dirais à partir du salaire de base, vous pouvez accorder un certain nombre d'avantages en nature à vos salariés, ne serait-ce que des moyens de transport. Vous pouvez aussi faire participer les salariés à l'actionnariat de l'entreprise, il y a aussi les mécanismes d'intéressement de participation. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent absolument de manière importante pour rendre attractive leur entreprise. Et la rémunération est un des éléments primordial. Philippe Dessertine, vous vouliez rajouter quelque chose et ensuite la parole à Fabienne Picon. Juste en disant, c'était un constat, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, parce que l'activité de service est aussi créatrice de richesse, je suis d'accord avec vous, malheureusement, ou en tout cas, les faits sont... Il ne faut surtout pas opposer les uns aux autres, et en France, on a trop l'habitude de... Alors, cela étant, c'est vrai qu'en rebondissant sur ce que vous disiez, aujourd'hui, quand vous avez les jeunes ingénieurs, par exemple, auxquels il m'arrive d'enseigner, qui partent vers la banque, l'une des raisons qu'ils vont vous donner, c'est bien entendu, là, en disant, alors ils diront peut-être pas le juste salaire, mais ils diront, est-ce que c'est normal que je gagne 3 fois moins que celui qui était avec moi dans la promotion et qui va gagner beaucoup plus dans la banque, donc Absolument. Alors moi, je voudrais aussi, il y a le salaire perçu et le salaire réel. Juste une petite anecdote. Quand Nicolas Sarkozy est venu visiter l'entreprise, il a voulu rencontrer tout le monde et il a interrogé un chef d'équipe. Alors c'est assez intéressant. Vous savez, c'est un homme qui est assez direct et sa question, c'est alors vous gagnez combien? La réponse de ce monsieur, c'était « je gagne 1 500 € par mois ». Alors moi, j'étais quand même étonné parce que les salaires sont plus élevés chez nous. Donc j'ai refait les calculs. Et en fait, il gagnait 2 300 € par mois. Alors mon calcul à moi était un peu différent du sien. Effectivement, c'était un homme qui avait des primes, qui avait un 13e mois, qui avait des primes de vacances. Et donc lui, ce qu'il donnait, c'est son salaire net mensuel. Et moi, mon calcul, un calcul de chef d'entreprise, il était de dire, finalement, je prends l'ensemble de ce qu'il touche
dans l'année, et je divise par 12, et donc voilà. Donc la perception, les deux vérités sont bonnes. Sur cette perception, Fabienne Picon. Mais c'est vrai qu'un salarié, quand on lui demande son salaire, c'est même pas la peine de lui demander son salaire annuel brut. Il ne le connaît pas. Son salaire brut, il ne le connaît pas. Ce qu'il connaît, c'est ce qu'il touche. Et ce qu'il touche tous les mois. Donc après qu'il y ait un 13e mois, c'est très bien quand il y en a un. Mais en attendant, il va vivre avec son salaire qui touche chaque mois. Donc c'est celui-là qui compte. Donc ça m'étonne pas qu'un chef d'entreprise, il n'ait pas ce même raisonnement, mais lui, le salarié, il touche ses 1 500 €. Et puis sa prime, il l'a pourquoi ? Peut-être qu'un jour, il ne l'aura pas. Donc il sait qu'il ne peut pas tabler sur cette prime-là nécessairement. Alors le 13e mois, on peut tabler dessus. Ça, c'est certain. Mais généralement, c'est ce qui permet à beaucoup de salariés d'économiser, puisqu'ils n'arrivent pas sinon à le faire. Et il y a des gens qui sont opposés d'ailleurs, quand ils avaient un 13e mois, à ce qu'on réintègre le 13e mois dans les 12 mois, parce qu'ils ont... Alors qu'en fait, économiquement, ils sont gagnants, mais en fait, ils n'aiment pas ça parce que ça les obligeait à économiser et qu'ils ne le font plus. Donc le juste salaire, de ce côté-là, serait un salaire dont on peut être certain à 100%. Il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a pas de prise de risque pour des salaires, pour des petits salaires, c'est certain. Mais même les commerciaux trouvent que c'est un facteur de stress, la variabilité du salaire, qui est quand même inhérente à leur fonction, puisque c'est des commissions qui existent. Seulement quand la part du fixe est trop faible, c'est vrai que ça génère une incertitude trop importante, et que se dire que du jour au lendemain, les gens n'arrivent pas à intégrer qu'ils peuvent ne pas du tout avoir de prime et ne pas du tout avoir leur variable. Et même maintenant, on arrive à intégrer l'intéressement qui est parfaitement aléatoire. Les banques intègrent l'intéressement dans le calcul qui permet ensuite d'emprunter un bien immobilier, alors que l'intéressement, vous pouvez avoir peut-être un mois de salaire dans certaines entreprises, exceptionnellement certaines années, vous pouvez avoir 300 € ou vous pouvez avoir 0. Donc si vous êtes habitué à avoir un mois de salaire supplémentaire chaque année, le jour où vous avez 0, les gens avec leur intéressement, ils achètent leur machine à laver, ils payent leur 3e tiers, ils s'en servent pour des choses, ils comblent leurs dettes. Parfois. Même s'ils ont intégré que la prise de risque fait également partie de la vie d'une entreprise. Oui, mais c'est la vie d'une entreprise, mais le salarié, lui, il n'a pas à avoir cette prise de risque. S'il est salarié, justement, une des raisons pour lesquelles on est salarié et pour lesquelles on a un lien de subordination avec l'employeur, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est salarié, on obéit aux ordres, aux directives de l'employeur, en échange, on s'attend à ce qu'il y ait... à ce qu'on garde un salaire fixe. Et de toute façon, quand les entreprises font beaucoup de bénéfices, elles ne redistribuent pas aux salariés. Donc, quand ça va bien, elles ne redistribuent pas. Et quand ça ne va pas, certaines voudraient réduire en conséquence les rémunérations. Alors, ce fameux rapport Cotis, pour y revenir, il parle également de la répartition actuelle du profit en France, et c'est également des chiffres très intéressants, puisque 57% va à l'investissement, 7% aux salariés et 36% au capital. Je parle sous votre contrôle. Alors, justement, ces chiffres-là nous mettent également, en tant que citoyens et électeurs, face à de véritables choix de société. Favoriser l'investissement, favoriser la hausse des salaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette problématique ? Alors, il faut faire attention quand on dit, puisqu'on était tout à l'heure sur la valeur ajoutée, après c'est sur le profit. C'est-à-dire une fois que, vous voyez, c'est sur l'élément résiduel. Donc normalement, le profit, effectivement, dans une économie marchande, il est fait pour rémunérer le financement. Donc il y a cette idée, et le financement, au fond, se dit, avec la rémunération que j'ai, je vais essayer de gagner plus dans le futur, donc je réinvestis. Donc, vous voyez, quand on est en train de dire en même temps l'investissement et en même temps le financement, en réalité, c'est l'arbitrage que va faire celui qui finance l'entreprise entre prendre l'argent tout de suite ou éventuellement le laisser en le réinvestissant. Alors après, effectivement, se trouve la problématique de la rémunération du salarié, de l'intéressement du salarié. Et donc là, c'est vraiment aujourd'hui une problématique très très importante dans l'économie française, parce que elle impliquerait aussi, bien entendu, si on augmentait la rémunération du salarié sur la base du profit, cette idée de variabilité, là, bien entendu, puisque autant quand on parle de la valeur ajoutée, on est bien dans quelque chose sur lequel
une organisation crée de la valeur. En revanche, après, quand on est sur la notion de profit, là, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus fluctuant, et évidemment, qui peut avoir un côté fort lorsque le profit est élevé, et très faible, voire réduit, lorsqu'il diminue. Et donc là, on a, vis-à-vis de cette question, finalement, des réactions qui ne sont pas forcément celles qu'on attendrait. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés qui diraient, mais l'entreprise gagne beaucoup d'argent, j'aimerais en profiter, mais qui va dire, oui, mais je ne voudrais pas être intéressé sur le profit lui-même. C'est-à-dire, au fond, je préférais avoir quelque chose de plus structurel, ce qu'on évoquait tout à l'heure, quitte peut-être à avoir moins d'intéressement sur une part trop variable. Et donc là, en effet, une question qui se pose. Alors après, ce que vous évoquez sur la notion d'investissement, et on revient évidemment à la question que vous évoquiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui l'investissement, est-ce que c'est de l'investissement matériel? Est-ce que c'est de l'investissement immatériel? Si c'est immatériel, ça veut dire qu'on investit dans les personnes qui sont dans l'entreprise, et auquel cas, oui, il peut y avoir ambiguïté entre la notion d'investir dans le matériel dans l'entreprise ou dans la personne qui est dans l'entreprise et qui va avoir, au fond, une sorte de contrat de stabilité à l'intérieur de l'entreprise, en restant dans l'entreprise, en investissant ce qu'elle a reçu elle-même dans l'épargne d'entreprise. Alors là, c'est toute la question du moment où le salarié récupère le profit qui lui avait été attribué, c'est-à-dire est-ce qu'il le récupère tout de suite, est-ce qu'il doit attendre de longues années, ou éventuellement même sa retraite, avant de récupérer ce profit qu'il avait pu utiliser. Laurent Bataille, vous êtes confronté à ce type de choix? Oui, absolument, mais en fait, bon, le sujet est très vaste. Je crois que par rapport au risque, effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure est exact. La perception du salarié entre la part variable et la part fixe, généralement, son niveau de vie, il le calcule plutôt par rapport à sa part fixe. Et la part variable reste un élément qui permet des extras, qui permet un certain nombre de choses qu'il ne ferait pas autrement. Ceci dit, aujourd'hui, les mécanismes de part variable ou les mécanismes qui sont mis en œuvre dans les entreprises permettent de faire participer les salariés aux résultats de l'entreprise. Nous, à titre d'exemple, dans notre entreprise, tous les dirigeants et tous les cadres ont une part variable qui représente entre 10 et 15% de leur rémunération annuelle. Et sur cette part variable, il y a 20% qui sont directement liés aux bénéfices nets de l'entreprise. Donc là, c'est de la rémunération qui sort. Alors effectivement, en fonction d'un... je crois qu'il faut surtout pas laisser dans l'idée que les salaires, c'est à la tête de la personne. Je crois que dans les entreprises, sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, effectivement, nous avons des mécanismes d'entretien annuel, d'évaluation tous les ans, de dialogue simplement entre la personne et son collaborateur ou son chef. Ça ne peut pas fonctionner parce que l'entreprise a justement besoin de cette stabilité dont vous parlez. Mais absolument. Et puis, n'oubliez pas l'axiome de base, et je crois que vous l'avez très bien dit, c'est que les talents sont rares. Et quand on a des talents, on les cocoune, on les soigne. On les soigne en faisant de la formation, en les rémunérant, en leur apportant des projets. Vous parliez de lien de subordination. Moi, mon rêve, c'est au contraire d'avoir que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient des mini-entrepreneurs. Moi, il y a une notion que j'ai beaucoup, pratiqué et appris grâce aux EDC, donc entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est la notion de subsidiarité. Finalement, il faut qu'on arrive à mettre le salarié en situation de répondre à une mission, lui donner toutes les ressources, lui donner tous les moyens, et puis, en fonction de ça, que les objectifs de l'entreprise, et notamment la création de valeur, la co-création, la création de valeur ajoutée, soient cohérentes avec les ambitions de l'entreprise. Fabienne Picon. On donne rarement tous les moyens aux salariés de remplir ces missions. Et c'est d'ailleurs un des facteurs de stress. C'est aussi quand même un des sujets actuels, le stress. C'est que les salariés n'ont pas les moyens de répondre aux objectifs qu'on leur demande. Il y a des choses qui sont demandées de manière explicite. Il y a des choses qui sont demandées, qui sont attendues de manière implicite. En particulier, il y a la carotte de l'augmentation qui fonctionne très très bien, où, comme les critères ne sont pas systématiquement objectifs, pour prendre un exemple, par exemple, les femmes sont payées 20% de moins que les hommes, environ. Bon, franchement, pourquoi ?
et qu'on ne vienne pas me dire qu'elles sont moins compétentes. Donc, il y a bien des critères qui ne sont pas parfaitement objectifs. Et il y a parfois, franchement, la tête du client, même s'il n'y a pas de politique d'entreprise qui met en place la tête du client. C'est plus le manager qui va trouver que le salarié avec qui prend le café à 19h30, il est plus sympathique que celui qui arrive à 7h du matin mais qui ne voit pas. Donc là, les critères sont parfaitement subjectifs. C'est un exemple un peu caricatural mais qui existe. Oui, il n'y a pas de politique d'entreprise à la tête du client, ça on est d'accord. Mais il y a une absence de transparence sur les critères qui est quand même assez fréquente. Il y a une absence de transparence sur les salaires. Le salaire, c'est tabou dans l'entreprise. Personne ne raconte, ne dit quel est son salaire. Moi, dans la mienne, avant, les promotions étaient annoncées. Maintenant, elles ne le sont plus. La promotion allait avec une augmentation de salaire. Donc maintenant, on ne sait plus du tout, on n'a plus aucune notion de savoir où situer les gens par rapport à une rémunération. Et Laurent Bataille. Oui, si je peux me permettre. Vous parlez de transparence. Je ne suis pas sûr que la culture française par rapport à la transparence de son salaire ou de sa rémunération soit très forte. Par contre, il y a un vrai sujet qui est compliqué à résoudre, et pour toutes les entreprises comme pour les salariés, c'est la lisibilité. Allez regarder un bulletin de salaire. Allez regarder un bulletin de salaire. C'est un truc de spécialiste, d'expert, et qui est extrêmement compliqué à gérer. Entre toutes les charges, et il y a les charges patronales, les charges salariales, il y a les impôts, il y a les trucs différés. C'est illisible. Et ce qui est compliqué pour le chef d'entreprise, ce qui est perçu comme une non-transparence, c'est en fait une non-lisibilité. C'est aujourd'hui... Moi, j'aime bien parler en salaire annuel parce que finalement, sur un plan international et sur un plan, on comprend facilement les choses. Bon, c'est des réflexes de chef d'entreprise, mais moi, j'essaye d'être dans l'efficience. C'est des réflexes de syndicalistes aussi, hein. Et le salarié, non. Mais oui, mais alors, donc peut-être qu'ensemble, on peut arriver à faire progresser le système pour rendre ça plus lisible. Les négociations se font bien en salaire annuel brut, elles se font bien sur ces bases-là. Mais en attendant, qu'on se rejoint. Non, mais tout à fait. Mais en attendant, quand je discute avec un salarié, c'est pas la peine de lui demander son salaire brut. Vous avez raison, il faut faire beaucoup de pédagogie et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, Philippe Dessertine. Oui, je pense quand même aussi que par rapport à tout ce qu'on évoque, c'est-à-dire aux réactions négatives, positives ou aux volontés le contexte en ce moment a évidemment aussi beaucoup changé les choses. C'est-à-dire quand on a été dans une phase de croissance, ou d'ailleurs qui a été au départ la phase on va dire, d'environnement de la demande du rapport Cotis, en disant comment on va essayer de partager les fruits de la croissance. Évidemment, c'est plus tout à fait la même chose quand on est en période de crise grave. C'est-à-dire où là, en réalité, la question, c'est savoir est-ce que je vais pouvoir maintenir ce que vous évoquiez tout à l'heure, mon niveau de vie, est-ce que je risque pas d'avoir à comprimer ma rémunération? Et on voit bien que les mécanismes qu'on peut mettre en place quand les choses vont bien, et on va dire, vous avez un intéressement possible, etc. Puis finalement, c'est quelque chose qui est intégré, comme vous l'avez souligné, dans la rémunération normale. Évidemment, ça change quand brutalement on vous dit, ah bah oui, non mais attention, maintenant, là, les choses vont beaucoup moins bien, et votre rémunération va se resserrer énormément, et là, bien entendu, les discussions sont plus du tout sur la même base. Donc je crois qu'évidemment, la période que nous sommes en train de vivre, qui est une période de très grande fluctuation, de grandes difficultés des entreprises, qui vont faire que parfois la négociation salariale devient quasiment une question de survie de l'entreprise. Donc là, on n'est plus du tout dans ce qui était la discussion, on va dire, policée et assez finalement agréable qu'on avait autrefois en disant est-ce que je veux de la prime ou est-ce que je veux du salaire, une augmentation de salaire directe. Aujourd'hui, la question parfois, c'est de dire comment les uns et les autres, on arrive à avoir simplement des objectifs de survie, aussi bien entreprise que salariés. Alors justement, là, sur ces objectifs de survie, Laurent Bataille, c'était tout de même ce que vous avez vécu il y a quelques mois au sein de votre entreprise, puisque la plupart de vos salariés ont accepté de travailler moins, mais également d'être moins rémunérés. Absolument. Alors en fait, on est dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement violent. Et les baisses de chiffre d'affaires que nous avons eu à subir en 2009 par rapport à 2008 sont de l'ordre de moins 40%. Alors quand vous avez moins 40% et que vous êtes industriel, donc ça veut dire moins de travail pour les gens qui sont directement liés à leurs clients, mais aussi moins de revenus pour financer les salaires. Donc aujourd'hui, on est un peu sorti de ça, mais il y a juste un an,
on était rentré dans une réflexion pour économiser, pour supprimer tous les frais, tous les voyages, tous les salons, toutes les dépenses, au maximum, mais ça suffisait pas. Et donc on a discuté avec nos salariés et on était parti dans un système par lequel on allait faire pratiquement s'arrêter la moitié de l'année en chômage partiel. Et là, j'ai un certain nombre de mes collaborateurs qui m'ont dit, mais attendez, nos clients, comment on va faire? On peut pas donc baisser nos salaires. On est prêt à travailler pour garder le lien avec les clients avec une baisse de rémunération. Alors là où c'est un petit peu complexe en France, c'est que on ne peut pas baisser les salaires facilement. Et donc on est rentré dans une négociation, d'abord dans une explication tout à fait détaillée sur l'économie de l'entreprise avec l'ensemble des salariés. Et on leur a dit, écoutez, c'est simple, on prévoit un chiffre d'affaires en baisse extrêmement forte. Donnons-nous ensemble l'objectif que la masse salariale de l'entreprise représente un tiers du chiffre d'affaires. On était plutôt sur des chiffres de l'ordre de grandeur de 24-25%. Et on leur a dit, l'entreprise, on sait qu'on sera en perte, mais l'entreprise, les actionnaires, enfin toutes les parties prenantes, acceptent de monter à 30%. Par contre, il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à baisser notre masse salariale. Et donc, il y a plusieurs solutions. Soit on rentre dans un plan de licenciement massif. Globalement, c'était simple, on était 500 à Verberie. Donc Verberie, c'est la petite ville dans laquelle on est, excusez-moi. Et on était 500, et donc il y avait deux solutions. C'est soit on baisse les salaires de 20%, soit on licencie 20% des salariés. À un moment, l'économie, elle était là. Et donc on a beaucoup discuté, essayé de regarder l'ensemble des paramètres. Et finalement, la quasi-unanimité des personnes, à travers un processus d'explication qui a pris pas mal de temps et pas mal d'énergie, on a tous décidé de serrer notre ceinture pendant un an. Et donc pendant un an, on est rentré dans un accord assez complexe de baisse de temps de travail, de baisse de rémunération, de primes d'intéressement, de chômage partiel, de retour à un horaire fixe. Bref, un package un peu complet et qui nous a permis de baisser très significativement la masse salariale. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que finalement, vous avez beaucoup de gens qui se disent, attendez, moi, si on retire 20% de l'effectif, je fais partie des talents importants pour l'entreprise. Donc je suis sûr de pas sauter. Et bien non, là, finalement, l'ensemble des collaborateurs a décidé de dire on est solidaire et on décide ça. Alors, plusieurs étapes. Première étape, négociation avec les partenaires sociaux, donc CGT, CFDT, CGC, donc qui ont signé cet accord. Et puis après, on est rentré, grâce à la complexité française, dans une modification de 500 modifications de contrat de travail. Parce qu'un des enjeux compliqués en France, c'est la sûreté juridique pour les entreprises. Alors, je vais certainement faire réagir Fabienne Picon sur cette sûreté. Et si vous me permettez, je voudrais juste rajouter un mot. C'est vrai que je suis pas mal partie prenante pour tout ce qui se passe en Picardie comme responsable de la métallurgie. Aujourd'hui, il n'y a pas un PSE, donc un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne soit pas en Picardie judiciarisé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une des vraies difficultés pour les entreprises, c'est qu'on n'arrive pas à créer un dialogue suffisamment sain ou suffisamment pour ne pas derrière se retrouver à demander un arbitrage, alors des prud'hommes, et là je crois qu'on a une spécialiste dans un premier temps, et puis souvent derrière du juge. Et c'est sans doute dû à quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse absolument, c'est la complexité du droit du travail. Nous, on n'a pas tout à fait la même vision. C'est pas tellement la complexité, c'est l'absence de volonté de sauvegarder l'emploi. Parce qu'un PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi.
Et donc, il faut trouver des solutions, c'est vrai. Et un des objectifs, il faut qu'il y ait des véritables difficultés, c'est-à-dire qu'une baisse de chiffre d'affaires, c'est pas un motif pour licencier des salariés pour une raison économique. Ça ne suffit pas. Surtout quand on a des entreprises, en 2009 ou en 2008, elles ont fait un chiffre d'affaires exceptionnel, et puis après 2009, elles disent mon chiffre d'affaires a baissé. Oui, mais enfin, c'est le même qu'en 2007. Donc déjà, regardez rien que le chiffre d'affaires ne suffit pas. On regarde les résultats. En principe, l'entreprise, elle doit être quand même capable d'absorber un certain nombre de cycles. Bon, pas trop violent non plus, c'est clair. Et ensuite, elle a une obligation, et c'est souvent là-dessus qu'elle pêche, et c'est souvent là-dessus qu'elle est retoquée au prud'homme, c'est sur l'obligation de reclassement. C'est-à-dire qu'on laisse pas... Alors, on licencie pas le salarié en fonction de n'importe quel critère. Il y a des critères légaux pour licencier dans un plan social, un plan de sauvegarde. C'est l'âge, la situation familiale, l'ancienneté, et éventuellement d'autres critères peuvent être ajoutés qui peuvent être liés donc éventuellement à l'utilité, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans l'entreprise. Mais ensuite, il y a quand même l'obligation pour les personnes qui sont désignées pour être licenciées à ce qu'on essaye de les reclasser. Et on doit leur proposer tout poste. Alors, c'est pour ça qu'on a parfois des situations un peu ridicules où on leur propose 150 € de salaire au fin fond de la Chine ou en Roumanie, parce que il y a quand même une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'obligation de reclassement. Mais l'obligation de reclassement, elle s'est faite en interne, mais elle se fait aussi en externe. C'est-à-dire que quand vous le dites, quand vous avez des talents, le talent, on peut aller le proposer aux autres sociétés. Et ça, les entreprises n'ont souvent pas cette volonté, et c'est souvent là-dessus qu'elles sont retoquées au prud'homme. Et alors la judiciarisation devant le tribunal pour vraiment remettre en cause tout le plan de sauvegarde, elle se fait quand il n'y a pas eu suffisamment de débat dans l'entreprise et de négociations. Mais on ne peut pas demander à des syndicalistes qu'on a ignorés pendant des années, tout d'un coup, de vouloir négocier sur un PSE. Il faut qu'il y ait déjà eu un dialogue social constructif dans l'entreprise pour pouvoir arriver à un plan de sauvegarde accepté et acceptable. Mais sur cette opération, par exemple, qu'on peut qualifier d'opération solidaire au sein de l'entreprise, vous adhérez tout de même, vous constatez que ces phénomènes de solidarité se mettent en place aujourd'hui. Oui, il y a le phénomène de solidarité. Simplement, déjà faire travailler un salarié sans le payer, ça s'appelle du travail dissimulé. Donc, il y a quand même un risque juridique clair. Quand on fait travailler quelqu'un 8 heures, mais qu'on le paye 7, il y a 1 heure qu'on appelle du travail dissimulé. Donc là, les entreprises peuvent se faire retoquer. Le bénévolat et l'entreprise, le bénévolat dans les associations, d'accord. Dans les entreprises, c'est un peu autre chose. Donc, je comprends que les salariés aient eu à cœur, la solidarité vis-à-vis de leurs collègues. C'est vrai que dans une entreprise bien gérée, on n'a pas envie de se débarrasser de son personnel quand il y a une difficulté temporaire, ne serait-ce que parce que c'est des salariés qu'on a formés. Il peut y avoir en plus un aspect humain. Il y a des employeurs et des salariés où il y a beaucoup d'affectifs qui rentrent dans les relations. C'est pas toujours le cas, surtout dans les grandes entreprises. Mais ne serait-ce que la perte de compétences, elle est réelle. Donc, qu'il y ait des recherches de solutions, c'est une bonne chose. Maintenant, si vous gagnez 1 056 €, je vois pas comment vous pouvez baisser votre salaire de 20%. C'est pas possible. Surtout que vous n'avez pas fait d'épargne quand vous avez 1 056 €. Donc, je dirais que c'est un peu des problèmes de riches d'accepter de baisser son salaire. Ou bien, sinon, c'est que les gens vont trouver un autre travail, pas forcément déclaré, qui ensuite va les impacter sur leur retraite future. Mais ça, les gens n'en sont pas conscients parce que c'est toujours pareil, on regarde son salaire du mois. Philippe Dessertine. Oui, enfin, juste, je me permets là évidemment de parler. Je vous écoute et c'est effectivement très passionnant par rapport à l'aspect pratique, mais juste une remarque aussi quand même par rapport, on évoquait tout à l'heure la période très particulière de crise que nous vivons, mais il y a un autre aspect qui est en train d'évoluer. Et là, je me souviens de ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de cette société
ou de cet environnement très violent que nous connaissions, c'est aussi l'environnement international. C'est-à-dire que là, le problème de la concurrence internationale va être de plus en plus significatif et la crise va accélère d'ores et déjà la notion de compétition. Et c'est vrai que les solutions que l'on trouve ou les solutions qu'on refuse à un moment donné peuvent être balayées totalement aujourd'hui, demain, par une concurrence internationale de plus en plus forte. Et quand on parle de juste salaire aujourd'hui, de juste revenu, la vraie question souvent, c'est de dire mais comment est-on protégé d'une vision totalement différente qu'on peut avoir dans des pays émergents, avec justement, dans la notion de pays émergents, il y a justement la notion de coût salarié qui est beaucoup, beaucoup moins fort et qui de plus en plus pose problème. Enfin, on le voit avec l'actualité aujourd'hui, par exemple, de Renault et de la Turquie, je dirais, avec immédiatement cette question qui se réintroduit dans le débat, et je pense effectivement qu'il doit obliger à sortir de la logique franco-française et des problématiques juridiques, on va dire, ou on va dire de négociations uniquement centrées sur le pays. Ça, c'était vrai il y a 20 ans, ça devient de moins en moins vrai. Nous sommes de moins en moins protégés, je crois, et peut-être d'ailleurs heureusement, parce qu'au fond, on était protégés à l'époque où nous étions très 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 riches en tant que pays par rapport à une immensité très très pauvre. Les choses se rééquilibrent un peu et c'est évidemment extrêmement dur à vivre au quotidien. Laurent Bataille. Oui, moi je vous ai écouté, c'est très intéressant. Mais il faut bien comprendre, dans une entreprise comme la nôtre, on essaye de ne pas rentrer dans des logiques d'affrontement. Et je crois que cette notion de partie prenante et d'équilibre entre les parties prenantes. Alors, c'est qui les parties prenantes ? La première partie prenante qui nous fait vivre tous, nous dans le secteur marchand, ce sont nos clients. Et je crois que ça, il faut le redire, si on n'a pas de clients, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on meurt. Donc ça, c'est quand même... Et puis après, entre les actionnaires, entre les salariés, l'État, il se sert toujours, quoi qu'il arrive. Les banquiers, il faut de temps en temps les rassurer. Je crois que tout ça, c'est un équilibre où on essaye de construire ensemble des solutions long terme, pérennes. Et ça passe par de l'explication, ça passe par de la conviction. Mais moi, il y a un mot qu'il faut pas hésiter à employer dans l'entreprise, c'est le mot confiance. Je crois que à un moment, quand on raconte les choses avec une certaine, j'allais dire, transparence ou en tout cas honnêteté, en expliquant exactement quels sont les enjeux, je crois qu'on y arrive. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être dépenser... moi, comme chef d'entreprise, je suis employeur dans 17 pays. Puis comme on est une petite entreprise, une entreprise de taille intermédiaire, finalement, je suis en contact avec tous mes responsables RH partout dans le monde. Mais c'est vrai que pour résoudre le même problème aux États-Unis qu'en France, on a fait montrer exactement les mêmes choses à nos salariés américains. Il y en a quand même 200. Et on leur a dit, écoutez, voilà la situation, il n'y a plus de commandes. Donc, il y a un moment, il y a plus de travaux pour ceux qui sont directement dans l'atelier. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'on veut pas être complètement dans le rouge, c'est-à-dire faire des pertes, parce que derrière, il y a la survie à long terme de l'entreprise. Et donc, il faut qu'on réduise la voilure. Et on a expliqué à notre personnel, on va vous donner 9 semaines de congés sans solde. Leur réflexe a été de dire, mais donnez-nous... on comprend les choses et on est d'accord. Dans un monde où le marché du travail est beaucoup plus fluide. Mais leur seule demande, c'était, mais donnez-nous le calendrier de ces arrêts d'entreprise de manière à ce qu'on puisse s'organiser pour trouver un autre travail en attendant, de manière à compléter notre salaire. C'est vrai que le réflexe en France est sans doute un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des amortisseurs de l'État qui sont des très bons amortisseurs qui permettent comme le chômage partiel, qui permettent finalement de baisser les charges des entreprises pour passer la crise. Parce que à un moment, vous me faites quand vous me parlez de bonnes années, de mauvaises années, quand vous êtes à moins 41%, c'est exactement ce qui nous est arrivé, imaginez moins 41% de recettes. À un moment, vous êtes dans l'efficacité de la survie. Et moi, j'aurais tendance à présenter l'ensemble des salariés d'entreprise, j'allais dire comme tous ceux faut trouver des analogies sportives, mais on est tous sur les terrains et puis on essaye de faire tout ce qu'il faut pour, dans la difficulté, s'en sortir ensemble. Et le mot ensemble, le mot confiance, moi, c'est des mots j'allais dire que je vis tous les jours.
Alors, il y a une chose qui apparaît assez fortement dans ce rapport également. Vous parliez de la difficulté à lire une fiche de paie tout à l'heure. C'est la question des cotisations sociales, des charges sociales qui sont parfois assimilées par certains à une forme de rémunération différée. Alors ça, est-ce que c'est pas une tendance vraiment importante aujourd'hui ? Oui, enfin, et à plusieurs titres, oui, parce que ça va revenir très très vite, évidemment, dans la négociation. On pense bien entendu à la question des retraites. On a la question, on va dire, de la sécurité sociale, du fait que vous ayez une rémunération. Et là, bien entendu, quand on compare, alors le marché américain est en train aussi de changer beaucoup, parce que d'abord aux États-Unis, arriver à 10% de chômage officiellement, et sans doute plus, fait aussi que aujourd'hui, la flexibilité elle commence à disparaître aussi aux États-Unis, parce que le salarié américain, d'une part, il n'est pas sûr de retrouver du boulot quand il est licencié, voire même d'avoir du travail temporaire, ça devient aussi compliqué. Et après, il y a cette idée effectivement de couverture lorsque l'on est malade, qui est une notion de rémunération. Et on le voit aussi aux États-Unis avec la grande discussion qui a commencé autour d'une couverture sociale minimum. Alors là, aujourd'hui, cette idée-là, est-ce que ça fait partie de la rémunération ? Est-ce que le fait d'avoir une sécurité fait partie de ma rémunération? Oui, sans aucun doute, et de plus en plus. Et évidemment, va s'ajouter à cette question, on va dire, du quotidien, pratiquement du mode de fonctionnement courant de la vie, la question des retraites. En disant, lorsque je cotise pour mes retraites, là, quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que le sentiment du salarié, c'est de dire, est-ce que ma cotisation aujourd'hui va me permettre réellement d'avoir une retraite demain, puisque je sais et j'ai conscience que je cotise aujourd'hui pour permettre de payer la retraite actuelle des anciens qui sont aujourd'hui à la retraite. Mais donc la vraie question qui se pose demain, c'est celle-là. Et quel complément dois-je avoir ? Est-ce que ça doit se prélever sur ma rémunération aujourd'hui ? Quelle couverture vais-je avoir réellement ? Et là, il y a toute, on va dire, une problématique complexe qui est en train d'apparaître vis-à-vis des salariés français qui n'existaient pas autrefois parce qu'on avait une sécurité ou en tout cas une certitude beaucoup plus forte. Aujourd'hui, cette certitude, elle tend à disparaître et les négociations qui vont commencer autour de la question des retraites vont sans doute encore renforcer cette perspective, on va dire, de l'ensemble des salariés, là pour le coup, de toutes les personnes concernées demain par, on va dire, les retombées des cotisations qu'ils auront acceptées pendant leur vie active. Et ceci rejoignant évidemment la question du niveau de vie et des niveaux de vie. Et de la pérennité du niveau de vie, c'est-à-dire en disant est-ce que le niveau de vie que j'ai sera encore assuré quand plus tard je serai à la retraite. Fabienne Picon, oui. On a 5 minutes d'émission alors sur ce sujet justement. Est-ce que nos enfants auront le même niveau de vie que nous ? Ça, c'est aussi une question quand même que beaucoup se posent. Mais pour revenir sur la sécurité sociale et la retraite, c'est deux questions très différentes. La sécurité sociale, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les salariés et les employeurs qui la payent. Et c'est pour ça qu'a été mis en place la CSG et qu'il y a beaucoup moins qu'avant de cotisation maladie, il y a la CSG de façon à ce qu'il n'y ait pas que les salariés et les employeurs, mais aussi tous les revenus du capital. Par contre... Il y a toujours un déficit. Alors, il y a toujours un déficit parce qu'il y a des exonérations de charges qui ne sont pas compensées par l'État. Donc, c'est assez facile de dire arrêtez de payer et puis personne ne compense. Donc, déjà, commençons par compenser toutes les exonérations de charges et on reparlera du déficit. Et ça, c'est quand même des choses qui circulent beaucoup et qui choquent énormément de monde. Le fait que l'État décide d'amputer les recettes. Je crois qu'on a parlé de la taxe professionnelle, il y en a d'autres qui en ont parlé. Donc, on diminue les recettes, l'État décide de diminuer les recettes des autres et ne les compense surtout pas. Et les maires ont bien vu qu'ils n'auraient pas la compensation de la taxe professionnelle, de la même façon qu'on n'a pas la compensation du SMIC. Je ne vais pas dans la sécurité sociale. Oui, mais bon, donc la compensation des exonérations sur les charges sociales, l'État doit compenser, ce qu'il ne fait pas. Et par contre, les retraites, effectivement, c'est un revenu différé, avec la complexité que c'est une retraite par répartition et non pas par capitalisation. Pourquoi on est à la retraite par répartition ? Parce que la retraite par capitalisation, elle a fait faillite. Donc, on a mis en place la répartition.
Donc avec les limites qu'on connaît aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie, il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être mis en place. Il y a un calendrier qui était prévu pour 2012, que ça y est, on veut s'agiter après les régionales, mais en attendant, c'est pas des questions qui vont se régler en 3 coups de cuillère à peau. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut prendre son temps pour repenser le système, et que il n'y a pas... Enfin, il y a pénalisé des gens qui ont commencé jeunes dans la vie active. Il y a la problématique des femmes avec la maternité dont on a parlé il n'y a pas longtemps et on a bouclé une solution qui n'en est pas une. Il y a tout un ensemble de choses à revoir. Il y a quand même une urgence. Je crois vraiment que quand vous dites on a le temps, je ne suis pas sûr du tout qu'on ait le temps non, et qu'il va falloir le... On a jusqu'à 2012, on n'en est pas assis. C'est un problème, un enjeu tel et pour une telle durée qu'il faut prendre le temps. Et il y a eu un calendrier qu'il faut suivre. Oui, moi ce qui me frappe dans l'entreprise, c'est qu'effectivement, les gens qui partent en retraite il y a une quinzaine d'années partaient avec un niveau de rémunération de retraite qui leur permettait de vivre. C'est vrai que depuis quelques années, moi, je suis toujours étonné de voir des salariés qui me disent « Ah, mais dites-moi, je ne pensais pas que mon niveau de vie allait baisser. » Alors, je crois qu'il faut être très concret parce que, effectivement, il y a des débats nationaux. Moi, je suis pas économiste. Simplement, je peux vous dire qu'au niveau de l'entreprise, il y a des mécanismes qui sont possibles et pour faciliter la retraite. Alors c'est vrai que, bon, vous parlez de retraite par capitalisation, de retraite par répartition. C'est vrai que la retraite par répartition, quand on a cotisé puis qu'on se retrouve avec une retraite basse, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, les mécanismes d'intéressement, de participation, à travers des fonds communs de placement, mais plutôt axés vers le long terme, permettent tout à fait de créer une épargne au niveau de l'entreprise pour qu'au moment où la personne part en retraite, elle puisse bénéficier d'un complément. Et aujourd'hui, alors encore une fois, la complexité juridique, l'intervention de l'AMF, donc monsieur, c'est Juillet, la complexité de tout ce qui est à mettre en œuvre derrière. Et c'est vrai, là, il y a des enjeux importants, mais je peux vous dire, dans une entreprise comme la nôtre, c'est ce qu'on fait tous les jours. On va devoir conclure, Laurent Bataille. On sent bien la complexité de ce débat sur ce fameux juste salaire. Je vous remercie, tous trois, d'avoir accepté de participer à ce débat. Je rappelle le titre du livre de Philippe Dessertine, livre qu'on peut tout de même encore se procurer. Ceci n'est pas une crise, entre parenthèses, juste la fin du monde, publié chez Anne Carrière en 2009, l'année dernière. Et puis, la semaine prochaine, vous retrouverez Christiane Cacré avec le thème suivant de Facebook au storytelling, la vérité travestie, point d'interrogation. Bonsoir.